Alors donc, nous allons aborder la dernière table ronde consacrée, et vous le verrez, le titre est un peu trompeur, du sous-sol à l'espace, réglementation et enjeux climatiques. Il y aura une surprise. Et donc, c'est notre collègue et amie, Jepi Koudache, avocate au barreau de Paris, membre du Conseil de l'Ordre, et qui a fondé un think tank qui s'appelle Lex Natura, qui s'intéresse aux droits de l'environnement, qui va animer cette table ronde. Et donc, je lui laisse la parole. Merci Nadia. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous pour modérer cette table ronde avec un titre extrêmement large et dense, du sous-sol à l'espace, réglementation et enjeux climatiques. Alors, pour commencer, je vais vous faire une petite introduction sur la réglementation en ce domaine pour vous dire que, à côté du droit de l'environnement, depuis l'accord de Paris de 2015, nous avons un droit de la durabilité qui est en train de se construire et qui vise à accompagner les acteurs économiques dans leur transition environnementale. Depuis 2015, le droit se transforme. En 2019, vous avez eu la loi Pacte. C'est une loi qui est venue changer le but des sociétés et elles ne sont plus là que pour faire du bénéfice. Maintenant, la loi prévoit qu'elles doivent aussi prendre en considération les enjeux environnementaux et sociaux. Partant de là, à partir de 2019, vous avez eu le Green Deal qui a été lancé et il y a eu toute une série de réglementations en matière européenne qui a visé à accompagner les acteurs économiques dans leur transition environnementale. Vous avez une taxonomie verte qui permet de classer les activités des entreprises selon qu'elles sont plus ou moins vertueuses sur le plan environnemental. Vous avez toute une législation qui vise à diriger les investissements vers les entreprises les plus durables. Et à cet effet, les entreprises doivent avoir un rapport de durabilité. C'est une obligation de transparence et communiquer sur leurs impacts environnementaux. Au niveau du droit international aussi, vous avez l'OCDE et le G20 qui ont mis en place des principes directeurs pour la gouvernance d'entreprise pour demander aux États de légiférer davantage sur ces sujets. Et vous avez également de la jurisprudence, par exemple de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a reconnu que le changement climatique, l'inaction en matière de changement climatique, causait une violation au droit au respect de la vie privée et familiale. Donc, je vous explique tout cela pour vous montrer qu'il y a une réglementation qui est en train de se construire, qu'elle est faite d'incitations, de lois, de recommandations, aussi parfois d'interdictions, comme l'interdiction de vente des véhicules à moteur thermique à partir de 2035. Et je vous explique tout cela pour que vous puissiez voir les questions qu'on va se poser aujourd'hui sur la géo-ingénierie, notamment à l'aune de ces évolutions. Alors, l'exposé que je viens de vous faire est assez optimiste. La réalité, c'est que l'année dernière, il y a eu un recul de toutes ces réglementations en raison de la guerre en Ukraine qui a provoqué une inflation des prix de l'énergie. Donc on voit aussi que les enjeux géopolitiques et de sécurité ont un impact sur le droit. Alors pour certains, ça ne va pas assez vite au regard de l'urgence climatique et pour d'autres, ça va trop vite au regard des enjeux de compétitivité, de sécurité et de puissance. Alors, tout cela, on va en débattre avec des regards croisés sur notre thématique de cet après-midi. On va d'abord essayer de comprendre les conséquences du changement climatique grâce au regard d'un géologue, Damien Huyghe. Ensuite, nous analyserons les impacts, risques et opportunités de la géo-ingénierie solaire, donc qui est une nouvelle technologie qui a un impact planétaire. Nous avons la chance d'avoir avec nous Sophia Cabège, qui est spécialiste des enjeux de sécurité associés au changement climatique de l'IRIS. Et nous avons également Aarti Gupta, qui est spécialiste de gouvernance en matière d'environnement au niveau mondial et qui vient des Pays-Bas. Donc de ce fait-là, nous avons la chance d'avoir une table ronde avec un regard international. Et enfin, nous avons
également la grande chance d'avoir parmi nous le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées, Monsieur Guillaume Olanier, qui va nous partager son expertise sur précisément l'expertise et l'appropriation des sujets de sécurité climatique par le ministère. Donc, cette table ronde va être très riche. On va commencer par un exposé en fait de chacun des intervenants qui vont vous parler de leur vision et de leur point de vue du sujet. Puis viendra le temps des questions. Je vais laisser les intervenants se présenter les uns après les autres. Et Monsieur Olanier, je vous laisse prendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis donc Guillaume Olanier. En fait, il n'y a pas que le titre de la table ronde qui est trompeur, je suis aussi un peu trompeur, parce que bien que représentant le ministère des Armées et des anciens combattants, je suis en fait diplomate de carrière, spécialiste c'est un grand mot, mais versé dans les questions politico-militaires et de défense, et donc occupant aujourd'hui, par détachement, les fonctions de directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées, sujet et ministère que j'aime tellement que je fais actuellement mon 2e séjour comme diplomate détaché au ministère des Armées. Thank you very much. Can you hear me well? Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? It's a bit confusing to talk into this mic Très bien. with this. But I'm Arti Gupta. Je suis Arti Global Gupta, Environmental professeur de Governance gouvernance environnementale Wageningen mondiale University in the à Netherlands. l'université de And I'm also one Wageningen. of the co-initiators Je and suis I l'une des currently co-lead co-créatrices et an academic co-dirigeantes initiative which is d'une actually calling initiative for académique an appelant international non-use à agreement on solar un geoengineering. accord So I'm mondial very happy dans to le domaine de la present that géoingénierie perspective. solaire. Donc je me ferai un plaisir de partager cette perspective-là avec vous. Bonjour à tous. Donc, Sophia Cabet, je suis docteur en relations internationales et comme cela a été dit par Guépi, je suis spécialisée sur les implications sécuritaires, mais aussi de défense, des changements climatiques et de ce qu'on appelle les méthodes d'intervention climatique ou géo-ingénierie. Et donc c'est sur cela que se concentrera mon propos. Et puis dans mon travail au quotidien, j'œuvre à transmettre, en tout cas la production de connaissances et la rendre accessible aussi, ou en tout cas pertinente pour les autorités politiques. Et donc dans ce cadre, je travaille principalement avec le ministère des Armées et des Anciens Combattants, mais aussi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Damien Huyghe, je suis enseignant-chercheur ici à l'École des Mines, au Centre de géosciences. Alors, je suis géologue de formation et je m'intéresse à des questions qui vont tourner autour de la paléoclimatologie, avec l'idée de s'intéresser à des moments qui ressemblent, qui sont des analogues du changement climatique en cours, en tout cas des périodes chaudes, et essayer de transposer ça à ce qui nous arrive, et ce qui va nous arriver vers le futur. Et donc, je vais vous parler de tout ça maintenant. Alors, j'imagine que vous avez tous déjà vu passer cette courbe quelque part, donc qui est issue des travaux du GIEC. Et donc ça, c'est une courbe qui va représenter l'évolution de l'écart des températures depuis le début de la période industrielle, depuis 1850 jusqu'à nos jours. Donc ce qu'on voit sur cette courbe, c'est que les températures augmentent. Essentiellement, ça augmente assez rapidement depuis la deuxième moitié du XXe siècle, pour atteindre une valeur de à peu près plus 1,5 degré de nos jours. Et donc ça, j'espère que vous en êtes convaincus, c'est essentiellement dû aux activités anthropiques. Donc parmi les nombreuses manières d'étayer, d'avérer le fait que les activités humaines ont généré ce changement climatique, on peut avancer l'argument, en tout cas, voilà, essayer de produire des modèles climatiques. Donc vous avez deux courbes là qui sont apparues, une en vert, donc qui va simuler l'évolution des températures telle qu'elle aurait dû être si on n'avait pas ajouté de gaz à effet de serre dans l'atmosphère via les activités humaines. Et ce qu'on voit sur cette courbe, c'est que les températures restent globalement autour de plus ou moins 0 degré par rapport à la période période industrielle.
Et voilà, si on simule les choses avec l'incorporation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on arrive assez bien à reproduire l'évolution des températures telle qu'on l'a connue, telle qu'on l'a mesurée. Donc ça, c'est quelque chose d'important, hein. Ça veut dire qu'on est capable de comprendre comment fonctionne le climat sur Terre et via des modèles, essayer de reproduire tout ça. Et ça va nous permettre de nous projeter vers l'avenir. Donc vous avez ici toujours la même courbe, donc qui correspond à des mesures, hein, à des enregistrements, donc de l'évolution des températures moyennes globales jusqu'à nos jours. Et à partir de là, différents scénarios sont proposés pour l'évolution des températures vers le futur. Donc différents scénarios en fonction des décisions géopolitiques. Est-ce qu'on continue dans le tout pétrole ou est-ce qu'on s'arrête? Donc un scénario auquel on va essayer de se tenir va nous prévoir d'essayer de maintenir l'évolution des températures en dessous d'une augmentation de 2 degrés et puis un retour à des températures raisonnables mais pas non plus à des températures pré-industrielles au cours des siècles à venir. Un scénario, on va dire, intermédiaire, où là, on atteint du plus 3-4 degrés, dans les siècles à venir. C'est pas assez? Ouais. Ok, pardon. Pourquoi j'ai... c'est bon comme ça, vous m'entendez bien? Donc, ouais. Ouais. Pardon, je recommence. Et donc du coup, un scénario, on va dire un scénario tout pétrole, où là, on atteint des températures qui augmentent d'à peu près 5 degrés à la fin du XXIe siècle, et pour atteindre des températures de plus 10 degrés d'ici 3 siècles. Donc ça soulève un certain nombre de questions. Déjà, finalement, est-ce que finalement c'est grave? C'est une question un petit peu provoque, mais qu'est-ce que ça représente? Une augmentation des températures de l'ordre de 1, 2, 4, 5 ou 10 degrés. Et cette augmentation de température, finalement, quelles sont les conséquences de tout ça? Alors, une des manières d'aborder ces questions, hein, c'est de mettre en perspective le changement climatique en cours et les projections futures vis-à-vis de ce qu'on connaît de l'histoire climatique passée. Donc vous avez ici une évolution des températures moyennes globales tout au long de l'ère tertiaire. Donc là, on change d'échelle, hein, on passe à l'échelle du million d'années. Donc ça, c'est l'évolution des températures depuis 66 millions d'années, c'est-à-dire depuis que les dinosaures ont disparu. La partie en vert, là, le Crétacé, c'est l'époque où vivaient les dinosaures. Donc ces courbes de température, elles sont obtenues en faisant des analyses géochimiques sur des petits organismes. Donc ici, c'est la photo des fossiles qui sont en haut à droite, qu'on appelle des foraminifères. Et cette courbe, en fait, elle est assez riche d'enseignements. Déjà, ce qu'on peut voir en première approche, hein, c'est que finalement, sur ces échelles de temps, on est dans une période froide. Tout au début de l'ère tertiaire, hein, on est dans une Terre qui n'a pas de glace. Il n'y a pas de calotte polaire. Et on a des températures qui sont de l'ordre de la quinzaine de degrés plus chaud que maintenant. Donc petit à petit, les températures vont diminuer pour arriver jusqu'au contexte actuel. Et ce qu'on peut voir également, hein, c'est que toute cette évolution elle va être ponctuée de tout un tas de petits événements qu'on appelle des événements hyperthermaux, des petits réchauffements. Alors quand je dis petits, c'est des réchauffements qui vont durer quelques centaines de milliers d'années, mais qui vont ponctuer donc cette diminution des températures. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, donc, parce que tous ces événements qui sont liés à des perturbations du cycle du carbone, soit des augmentations naturelles de la quantité de méthane ou de CO2 dans l'atmosphère, ça va constituer des analogues au moins partiels du changement climatique en cours. L'autre chose qui est importante, hein, c'est que finalement, tous les scénarios climatiques qu'on prévoit de rencontrer dans le futur, quels qu'ils soient, finalement, on les a déjà connus par le passé. Donc pour le scénario raisonnable, en fait, on va se rapprocher du climat de la Terre qu'on a connu à la fin d'une période qu'on appelle le Miocène, il y a une dizaine de millions d'années, jusqu'à une période qu'on appelle le Pliocène. Et il y a un candidat qui est extrêmement intéressant, hein, qui s'est produit il y a 3 millions d'années, qu'on appelle le réchauffement du Pliocène. Lui, il correspond à une augmentation des températures de l'ordre de 2 degrés. Une pression de CO2 de l'ordre de 450 ppm. À l'heure actuelle, on est à 426 ppm. Une augmentation du niveau de la mer de 5 à 20 mètres. Sauf que tout ça, ça a duré 200 000 ans. 200 000 ans pour augmenter les températures, maintenir les températures à un état chaud et revenir aux conditions initiales. Pour le scénario intermédiaire, là, il faut remonter un petit peu plus loin dans le temps, donc à des périodes qu'on appelle l'Oligocène et le début du Miocène.
Et pour le scénario tout pétrole, là, on revient encore plus en arrière, avec énormément de candidats possibles pour comparer l'évolution des températures. Mais en tout cas, on est dans cette période de l'histoire de la Terre où on est dans une Terre sans calotte polaire. Et je voudrais mettre un petit peu en relief un événement en particulier, donc qui s'est produit il y a 40 millions d'années, qu'on appelle l'optimum climatique de l'Éocène moyen. Donc lui, il est intéressant parce qu'il est lié à une émission naturelle de CO2, liée à des émissions volcaniques. Donc vous avez différentes courbes, un peu compliquées là en haut à droite, mais qui vont représenter tout à gauche l'évolution des températures du fond des océans. On atteint 12 degrés de température. Les eaux de fond à l'heure actuelle, elles vont faire 2 degrés de température. La courbe en vert, ça va être les températures des eaux de surface pour les hautes latitudes. Donc là, on est à peu près à 25 degrés pendant le réchauffement. Les températures en domaine tropical, on dépasse les 30 degrés. Et sur la partie de droite, vous avez l'évolution des variations saisonnières de température, donc hiver, température moyenne et température d'été, reconstituées dans le bassin de Paris, donc dans la région dans laquelle on se trouve, en analysant des fossiles d'huîtres, mais ça c'est quelque chose d'annexe. Et ce qu'on voit sur cette évolution des températures, finalement, on arrive à atteindre des températures estivales de l'eau de mer qui vont atteindre les 40 degrés. Autre point important, c'est qu'on voit que c'est essentiellement les températures d'été qui sont impactées, les températures d'hiver beaucoup moins. Et à cette époque, va s'installer un système de mousson dans le bassin de Paris. On va avoir des pluies extrêmement importantes pendant les périodes d'hiver et des périodes de sécheresse, d'aridité pendant les périodes estivales. Donc tout ça, ça nous permet de mieux comprendre comment fonctionne un événement hyperthermal. Cet optimum climatique, lui, il a duré quand même 500 000 ans. Donc juste quelques petits messages que je voulais vous faire passer par rapport à tout ça. Le changement climatique versus ce qu'on connaît de l'histoire climatique de la Terre. Le changement climatique en cours, il est assez inédit, non pas par son intensité, mais par sa durée. Tous les événements hyperthermaux dont je vous ai parlé, ils durent au moins 200 000 ans. Nous, on a réussi à faire à peu près la même chose en quelques dizaines d'années. Si on devait comparer le changement climatique en cours à un événement naturel, il faudrait se rapprocher de ce que pourrait générer l'impact d'une météorite, par exemple. Donc un événement relativement instantané. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'étude des climats passés, même si ça ne résout pas tout, ça permet de mieux comprendre comment se produit le changement climatique en cours, parce qu'on peut analyser les choses depuis avant l'événement, pendant et après. On peut comprendre comment on retourne aux conditions climatiques anté-réchauffement, et on peut mesurer les conséquences de tout ça. Et aussi, un enseignement qu'on peut tirer, une note un petit peu positive, c'est que le système climatique terrestre, il est résilient. La Terre arrive à s'autoréguler et à revenir à des conditions climatiques qui étaient celles d'avant le moment où on a commencé à émettre des gaz à effet de serre, à injecter plus de gaz à effet de serre, que ça soit de manière naturelle ou pas. Mais par contre, généralement, ce qu'on peut voir, c'est que ça prend du temps pour arriver à tout ça. Voilà, je vous remercie. Merci Damien Huyghe. C'est à toi, Sophia Cabège. Bien, rebonjour à tous. Alors, comme ça a été rappelé de manière plus ou moins explicite depuis le début de la journée, on se trouve actuellement dans un contexte marqué par des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre et de températures associées assez pessimistes, et également une manifestation de plus en plus évidente, sinon violente, des changements climatiques pour les sociétés humaines, les écosystèmes, mais aussi les appareils de défense, on pourra en parler. Et dans ce contexte-là, justement, on remarque une intention croissante pour des pratiques ou des techniques qui ont pour objectif, ou en tout cas qui promettent, d'atténuer l'ampleur des changements climatiques et ou d'en réduire les effets. C'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie ou modification du climat, et c'est ce dont je vais vous parler dans ces propos introductifs. Alors pour commencer, je souhaite clarifier 2 points. Le premier, c'est qu'il est très important de ne pas confondre modification du climat et modification de la météo. La modification de la météo vise à modifier les précipitations sur un temps et un espace limité. La modification de la météo est en fait pratiquée aujourd'hui dans une 50aine d'États, y compris en France. La modification du climat, contrairement à la modification de la météo, elle vise à apporter des modifications sur un temps long et également une échelle régionale ou planétaire. Et c'est là le second point que je souhaite clarifier.
lorsqu'on parle de modification du climat, il faut là encore distinguer deux choses. Il y a comme deux grandes familles de techniques. La première vise à adresser les causes du changement climatique, l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ici, on va chercher à capter du CO2 déjà présent dans l'atmosphère pour le stocker dans les profondeurs géologiques. C'est ce qu'on appelle l'élimination du CO2 ou carbon dioxide removal. C'est donc la première famille. La seconde famille va se concentrer sur un symptôme, une conséquence, qui est celle qui a notamment été le sujet de l'exposé de Damien, la température. Ici, il s'agit de modifier le bilan radiatif terrestre, pour dire de manière plus simple, de bloquer une certaine quantité de rayonnement solaire afin d'abaisser artificiellement la température moyenne globale. C'est donc ce qu'on appelle la géo-ingénierie solaire. Et cette différence, elle est vraiment fondamentale, car comme je l'ai dit, dans un cas, on s'adresse aux causes des changements climatiques, dans l'autre cas, on ne s'adresse qu'aux conséquences, et une conséquence en particulier, l'augmentation de la température moyenne globale. Et par ailleurs, lorsqu'on parle d'élimination du carbone, ce sont une diversité de pratiques et techniques qui sont aujourd'hui largement intégrées aux stratégies et aux scénarios d'atténuation, que ce soit ceux produits par le GIEC ou ceux produits par l'Agence internationale de l'énergie également. Pour autant, contrairement à la modification du rayonnement solaire, qui là est encore à un stade de développement et qui suscite vraiment beaucoup de controverses parce qu'il y a énormément de risques, j'en parlerai, et beaucoup d'incertitudes qui y sont associées. Alors, je vais donc me concentrer sur cette deuxième famille technique. Il y a en fait plusieurs pratiques et techniques qui sont envisagées, comme par exemple le blanchiment des nuages marins, qui vise ici à abaisser les températures à l'échelle régionale, ou encore la mise en place de miroirs spatiaux en orbite. Mais la technique la plus étudiée, la plus financée et aussi la plus envisagée, c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère, qui consiste en fait à injecter par avion des aérosols sulfatés dans la haute atmosphère afin de bloquer, comme je vous le disais, une certaine quantité de rayonnement solaire. Il s'agit là d'un analogue naturel, l'éruption volcanique, avec le même objectif, d'atteindre les résultats qu'ont déjà pu avoir ces immenses éruptions volcaniques qui ont en effet abaissé les températures moyennes globales. Alors, si cette technologie, l'injection d'aérosols stratosphériques, suscite autant d'attention, c'est aussi parce que son développement s'inscrit dans un contexte géopolitique particulier, qui a été rappelé depuis ce matin à de nombreuses reprises et à de nombreux égards. En effet, cette technologie soulève de nombreux enjeux sécuritaires. Pourquoi ? Eh bien parce que les effets de l'injection d'aérosols stratosphériques seront globaux, planétaires, mais différenciés, avec notamment, on le sait déjà, des modifications des régimes de précipitation. Pour le dire autrement, il y aura des gagnants et des perdants. Or, l'injection d'aérosols stratosphériques est en train d'être développée, au moment où je vous parle, en l'absence de tout cadre de gouvernance, qu'il s'agisse de recherche ou de déploiement. Et justement, les tentatives d'encadrement ont témoigné de blocages et de désaccords profonds qui mettent en péril les perspectives d'une construction, en tout cas dans un avenir proche. Et donc c'est pour ça qu'à mon sens, il est vraiment fondamental d'envisager des scénarios de déploiement unilatéral ou minilatéral, donc par une petite coalition d'acteurs étatiques, et surtout d'envisager leurs implications sécuritaires. Et donc je vais en présenter 3 pour vous donner à voir un petit peu lesquelles elles peuvent être. Alors la première implication, elle est simplement liée au désaccord potentiel entre États sur les modalités du déploiement, c'est-à-dire son objectif. Est-ce qu'on souhaite stabiliser les températures? Est-ce qu'on souhaite les diminuer? Si on souhaite les diminuer, de quelle ampleur s'agit-il? Et aussi, forcément, comme je vous l'ai dit, des conséquences sur les climats régionaux. On va modifier à l'échelle globale, mais il y aura des différences sur les climats régionaux. Et donc, en cas de déploiement unilatéral ou minilatéral, ça pourrait provoquer des désaccords, bien sûr, de ceux qui ne l'auraient pas initié, mais en retirer tout de même les effets, et ça constituerait une violation en fait de la souveraineté, ce qui pourrait par ailleurs entraîner des risques d'escalade sur les terrains économiques, diplomatiques, voire militaires. Le deuxième risque est lié aux conséquences environnementales de cette technologie. Je l'ai évoqué, parmi les conséquences déjà modélisées, déjà connues, il y a ces modifications des régimes de précipitation. Et plus précisément, le risque est lié à l'incapacité d'attribution. En fait, on est incapable d'attribuer l'occurrence d'un aléa spécifique, une inondation,
un cyclone, une tempête, nous sommes incapables d'attribuer l'occurrence d'un aléa isolé à une intervention technologique, comme l'injection d'aérosols stratosphériques, ou bien au changement climatique, ou encore à la variabilité naturelle du climat. Et donc, cette incertitude, ce terrain en fait d'incertitude, il est vraiment fertile, notamment pour des démarches d'instrumentalisation des conséquences environnementales, pour demander par exemple des compensations financières, justifier d'un comportement belliqueux, ou encore, comme on a pu le voir déjà suite à l'occurrence de catastrophes naturelles, faire l'objet d'ingérences étrangères via des pratiques de manipulation de l'information. Et puis enfin, le troisième et dernier risque, mais qui n'est pas moins important, c'est celui de l'inscription de cette technologie, l'injection d'aérosols stratosphériques, dans les rapports de puissance. Une inscription en fait qui se fait à travers le prisme de la compétition pour l'accès à une nouvelle technologie. Une technologie qui permettrait en fait de contrôler le climat global et donc de contrôler les conditions d'habitabilité planétaire, et en ce sens peut être appréhendée comme une technologie de rupture qui constituerait probablement un nouvel instrument de puissance. Alors pour conclure très rapidement, je dirais juste que la modification du climat n'est pas simplement une promesse technoscientifique face au changement climatique, elle est profondément politique et géopolitique, et il faut absolument l'appréhender par ce prisme-là. Je vous remercie. Merci Sophia Cabej. C'est à votre tour, Arti Gupta. Okay. Can I use it like this? Est-ce que ça va si je tourne le micro? Yeah. Oui. Okay, can you hear me now? It's all Est-ce good. qu'on entend bien And I maintenant? can, if I stand here, I have a slight challenge. I cannot see that my slides anymore Si without turning. je me mets à la So thank tribune, you je ne very vois pas mes much. diapositives. I'm going to continue Alors, merci talking beaucoup. about Je this vais topic of solar Je vais geoengineering. continuer à parler de ce sujet qui est la géo-ingénierie solaire. On a entendu qu'il y a bien des types de géo-ingénierie solaire différents. Donc, je vais regarder sous l'angle de la diplomatie scientifique. C'est un ensemble de technologies très controversées. Et je fais partie du groupe d'universitaires qui avons adopté une position très ferme et qui nous exprimons publiquement. Il ne s'agit pas simplement de recherche et de publication, il s'agit de divulgation. Alors, comme ça a été dit, il y a plusieurs types de géo-ingénierie solaire. Alors, je me suis intéressée surtout aux formes qui sont l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Et l'idée est de réfléchir, refléter une partie de la lumière du Soleil pour réduire la température sur Terre. Et puis, il s'agit de voir ce que cela suppose, ce que cela entraîne. Il a été dit qu'il pourrait s'agir d'une utilisation temporaire en attendant que nous fassions véritablement ce qu'il faut face au changement climatique. Donc, ce qu'il faudrait, c'est des centaines, voire des milliers d'aéronefs qui voleraient autour de la Terre 7 jours sur 7 pendant des décennies ou des siècles. Donc, voilà ce qu'il faudrait. Donc, Sophia le disait, il y a l'analogue naturel, il faudrait l'équivalent de plusieurs explosions par an pendant des décennies. Donc, je voulais simplement faire cette proposition. L'injection est une idée très risquée pour la politique climatique, pour la diplomatie, et il faut s'en détourner.
Alors on pourra en parler pendant la discussion tout à l'heure, mais je vais déjà avancer quelques raisons. Tout d'abord, s'il ne faut pas le faire, et Sophia le disait, les injections de sulfate seraient réparties de manière très inégale entre régions et l'impact serait très inégal sur les schémas météorologiques. Il y a la température, les précipitations, les conséquences en termes de sécheresse, d'inondation, etc. Il y aurait effectivement des gagnants et des perdants. Et ces gagnants et ces perdants se retrouveraient dans un monde très inégal. Donc il faut voir qui seraient les gagnants et qui seraient les perdants. Cette géo-ingénierie, à qui profiterait-elle? Ensuite, si l'on devait déployer cette technologie, il n'y aurait jamais de gestion au plan mondial qui soit stable, équitable sur la durée, parce que effectivement, la gouvernance n'est pas conçue comme étant mondiale. Donc, les risques géopolitiques que pointait Sophia feraient que cette technologie ne serait pas contrôlée, par exemple, par les Nations Unies, là où les pays en développement pèsent majoritairement. Donc, qui déciderait quand il faut injecter, combien injecter, quand s'arrêter, et quels seraient les risques, les dénommagements, les compensations? Donc la question serait épineuse et il n'y a pas d'architecture de gouvernance mondiale permettant d'agir de manière unie au niveau de la planète. Et puis la géo-ingénierie aujourd'hui pose un énorme risque. Les risques technologiques, même la recherche en tant que telle pose un risque. Nous risquons de nous détourner de ce qui doit être fait, que nous savons être la façon de faire face au changement climatique. Donc cela ne nous ferait pas forcément gagner du temps, mais cela nous retarderait dans nos efforts. Ce sont là des raisons pour lesquelles un grand groupe d'universitaires, de scientifiques, de personnes partout dans le monde, beaucoup de voix importantes au sein du GIEC. C'est pour cela que tous ces gens depuis 2022 plaident contre ces injections techniques, cette géo-ingénierie. Donc plus de 600 universitaires ont déjà signé ce document qui a été soutenu par plus de 2000 organisations de la société civile. Alors, si on ne recourt pas à cette technologie, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les fonds ne seront pas investis dans cette technologie. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on entend par recherche. Ça veut dire pas de financement public pour la recherche qui entraîne ce genre de technologie, des essais de ces technologies, pas de déploiement, pas de soutien non plus de la part des institutions internationales. Donc voilà la proposition que nous avons élaborée et que nous présentons au gouvernement, aux Nations Unies et ailleurs. Donc c'est un rapide condensé de ce que nous faisons. Nous avons des analyses qui expliquent quelles sont les raisons pour lesquelles le risque existe, et puis nous indiquons également comment nous pouvons apprendre d'autres domaines du droit international. Il y a des régimes d'interdiction au sein du droit international qui interdisent beaucoup de choses. Donc un régime d'interdiction pour l'injection de sulfate, et puis nous montrons qu'il y a plusieurs façons d'arriver à un tel régime. Il n'est pas forcément nécessaire de négocier un traité qui s'appliquerait au niveau de la planète. Et ce que nous examinons également, c'est
Bon, je vais aller plus vite. Il y a de plus en plus de soutien pour ces accords de non-utilisation. Les pays africains en particulier ont adopté une position très ferme et nous avons analysé également le fait que ce qui existe en droit international par rapport à la géo-ingénierie solaire, c'est essentiellement des dispositions restrictives et d'interdiction. Nous avons analysé également la raison pour laquelle cette opposition va croissant. Une petite note sur l'opposition politique également. Ces 2 dernières années, notamment, le financement s'est arrêté également de la part d'acteurs privés. C'est un tout petit groupe privé qui finance ces travaux, mais l'opposition en face augmente. Il y a eu une réunion des 54 pays africains au niveau des ministres de l'Environnement qui s'est accordé à dire qu'il fallait interdire cette technologie. Alors, il n'y a pas que les pays africains, certains pays les plus vulnérables au changement climatique. Bien sûr, nous avons tous des inquiétudes quant à l'accélération du changement climatique. Certains disent que justement cette technologie serait une distraction dangereuse. Je pense aux îles Vanuatu, à Fidji. Et donc, il faut penser aux plus vulnérables. Et pour cela, il faut les écouter, c'est voir ce qu'ils ont à dire eux-mêmes. Et enfin, l'Union européenne... La Commission européenne a demandé un avis consultatif sur cette question controversée. Et donc un avis a été rendu en décembre 2024 indiquant avec beaucoup de précautions qu'il devrait être imposé un moratoire à l'échelle de l'Union européenne contre les expériences et pour que l'Union européenne s'oppose à cette technologie. Alors la décision n'a pas encore été prise au niveau de l'Union européenne, mais il faut maintenant se tourner vers l'interdiction parce qu'il est beaucoup plus facile d'empêcher la conception d'une technologie que d'interdire son utilisation, parce qu'une fois que quelque chose existe, ce sera forcément utilisé. L'histoire nous le montre bien. Donc la géo-ingénierie, c'est une distraction dangereuse. Nous savons ce qu'il faut faire face au changement climatique et ça suffit amplement. Il faut une solidarité au niveau de la planète. Et donc, c'est là le besoin. Monsieur le directeur Guillaume Olanier. Merci beaucoup. J'espère que je ne vais pas vous décevoir, mais je vais être le seul à ne pas avoir de PowerPoint. Par ailleurs, je voulais dire que le titre de la table ronde était certes un peu trompeur, mais c'était par ailleurs un excellent titre. Puisque pour moi, en 4 mots, du sous-sol à l'espace, réglementation et enjeux climatiques, il y a le condensé des 3 éléments fondamentaux d'évolution de la conflictualité que nous observons et auxquels nous devons nous préparer. Je veux dire par là le fait que des sous-sols et des fonds marins jusqu'à l'espace, aujourd'hui, l'enjeu, avant même de savoir où sur le globe une guerre pourrait éclater, donc une forme de logique horizontale, nous sommes dans une verticalité de la confrontation qui fait que tous les jours, dès maintenant, nous sommes en confrontation, voire potentiellement en guerre, des fonds marins pour la maîtrise des câbles et de la maîtrise des flux de communication jusqu'à l'espace extra-atmosphérique pour la maîtrise des positions des satellites, là aussi la captation de flux d'informations en passant par la très haute altitude et évidemment l'atmosphère et les espaces maritimes. Le deuxième élément, c'est la réglementation. L'un des éléments majeurs que nous voyons se développer de la conflictualité dans le monde, et ça va sans doute s'aggraver pendant un certain temps, un peu comme le réchauffement climatique, avec une augmentation de la température qui un jour redescendra peut-être, c'est l'absence de tout cadre juridique. Aujourd'hui, le respect du droit international est une option parmi d'autres, généralement pas choisie par les belligérants, et on voit s'effondrer systématiquement tout le cadre international qui, des années 50-60 jusqu'aux années 90,
a eu pour vocation de contraindre la prolifération des armements les plus dangereux et d'organiser autant que possible les conflits de façon à en limiter les caractères catastrophiques ou exagérément létaux. Tout a disparu. Nous sommes depuis février de cette année, pour la première fois depuis les années 60, dans une situation, par exemple, où les arsenaux nucléaires des deux principales puissances nucléaires de la planète, les États-Unis et la Russie, ne sont plus contraints. C'est la première fois depuis la fin des années 60. On voit tout un tas d'accords et de traités internationaux dits de désarmement humanitaire qui visent à contraindre la production, la détention et l'utilisation d'un certain nombre d'armes considérées comme particulièrement inhumaines dans leur emploi, armes chimiques, bombes à sous-munitions, qui sont systématiquement violées, voire de plus en plus dénoncées par un certain nombre de pays, au premier rang desquels, évidemment, la Russie. Et puis enfin, le troisième sujet, troisième tendance très forte de la conflictualité, à laquelle nous devons nous préparer, c'est l'arsenalisation de tout. Aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas une guerre du champ de bataille. Aujourd'hui, tout est prétexte à confrontation, voire à conflit. Les céréales, la liberté de navigation, les terres arables, les terres rares, j'ai compris que ça avait été discuté à l'occasion d'une autre table ronde. L'intelligence artificielle, ça a été également discuté à l'occasion d'une autre table ronde. Les algorithmes, qui est quand même la quintessence du truc immatériel, sont des objets de compétition, voire de confrontation, voire de conflit. Le climat fait partie de ces éléments qui peuvent être arsenalisés, j'y reviens. Ceci pour revenir au sujet de la table ronde. Moi, l'une des missions de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées que je dirige, c'est donc de définir des stratégies. Définir des stratégies, c'est anticiper autant que possible les conflits du futur, contre qui, où, avec quoi et dans quelles conditions, de façon à pouvoir, compte tenu de nos intérêts et de nos moyens, définir les stratégies qui nous permettront d'y faire face. Et donc, il faut d'abord anticiper. Dans ce domaine, le climat, c'est à la fois super et très compliqué. C'est super parce que, pardon, mais en termes d'anticipation, et Damien a été très clair, on ne sait pas si ça sera 2, 3 ou 8 degrés, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir réchauffement climatique et qu'il y aura des conséquences. On ne sait pas exactement lesquelles, ça sera soit grave, soit très grave, mais il y aura des conséquences. C'est la raison pour laquelle au ministère des Armées, depuis plus de 10 ans maintenant, la sécurité climatique, c'est-à-dire l'impact de l'évolution du climat sur les conflictualités futures, est un sujet de préoccupation. En 2016, nous avons créé un observatoire défense et climat que Sophia connaît bien pour y participer activement. Depuis 2022, nous avons une stratégie sécurité et climat. 2024, nous avons une stratégie de durabilité climatique au ministère des Armées. Et donc, nous devons anticiper autant que possible les impacts du réchauffement climatique et du changement climatique sur l'environnement stratégique de la France. Et cet impact, il est à de multiples niveaux, j'en citerai juste 3. D'un point de vue géopolitique, et même si à ce jour on n'a jamais vraiment identifié un conflit qui soit né uniquement de la question climatique, il a été théorisé de façon plus ou moins scientifique, il a été théorisé par notre précédent chef d'état-major des armées sous l'angle de catalyse du chaos. Quelles que soient les géographies, quelles que soient les configurations géopolitiques, il est évident que l'impact du réchauffement climatique et son impact humain, son impact sociologique, économique, agricole, ne peut qu'exacerber des tensions ou donner des prétextes à des confrontations. Et on voit bien qu'entre certains pays, par exemple, ce qu'on appelle la gestion du stress hydrique, c'est-à-dire la gestion d'une ressource en eau qui va en décroissant en raison du réchauffement climatique, est un élément d'augmentation des tensions. Et donc, pour nous, ministère des Armées, ça signifie qu'on doit se préparer à davantage de conflits dans un contexte climatique dégradé qui accroîtra les tensions ou donnera aux belligérants des éléments et des armes contre les pays voisins. La deuxième conséquence, c'est que ça a un impact sur l'activité des armées. Avant même que nous soyons, nous, France, potentiellement engagés dans un conflit dont l'origine pourrait être plus ou moins climatique, le simple changement climatique et notamment l'augmentation très significative, on a des tas de chiffres qui circulent, mais on dit souvent qu'il y a 4 fois plus de catastrophes naturelles aujourd'hui que dans le passé. L'augmentation des catastrophes climatiques impacte directement le rôle des armées, puisque évidemment, en dernier ressort, c'est ce qu'on appelle le HADR, le Humanitarian Aid and Disaster Relief, en cas de catastrophe naturelle. En France, on a tous le souvenir des ouragans extrêmement graves qui ont eu
lieu dans les mois, dans les 2 dernières années à Mayotte, La Réunion et dans les Antilles, que ce soit en France ou à l'étranger, on fait appel, ou on peut faire appel aux armées françaises pour apporter une assistance humanitaire, soit à la population française, lorsque la sécurité civile n'y suffit plus, soit à des partenaires. Et d'ailleurs, le domaine de la HADR, donc de l'aide humanitaire et de l'assistance en cas de désastre naturel, fait de plus en plus partie des sujets sur lesquels nos partenaires nous demandent de coopérer pour être prêts. C'est notamment le cas dans le Pacifique Sud, région dans laquelle nous avons 2 grands exercices annuels avec nos partenaires pour nous préparer à ça. Et donc, nous savons que même sans être engagés en conflit, nous pouvons être sollicités, nous, armés, pour contribuer à gérer l'impact du changement climatique. Et que ça n'est pas anodin, parce que les moyens que nous mettons potentiellement dans l'appui à la gestion des impacts de crise climatique, ce sont des moyens qui sont moins disponibles à un moment donné pour participer à un conflit. Et c'est d'autant plus important que ce ne sont pas exactement les mêmes moyens. Pour se préparer à la guerre de demain, on va avoir besoin de davantage de robots, de davantage de drones et d'un porte-avions, vous l'avez vu, qui fera 2 fois la taille du porte-avions actuel. Tout ça, c'est extrêmement utile, mais en matière de réponse aux catastrophes climatiques, ça n'a strictement aucun intérêt. Et donc, ça signifie pour nous que ça peut nous mobiliser énormément et nous imposer de conserver des moyens et des capacités qui ne sont plus adaptés par ailleurs à la guerre moderne. Et puis, la troisième impact, c'est qu'il faut se préparer à intervenir militairement pour des vrais conflits, si je puis dire, dans des conditions climatiques qui ne sont pas celles auxquelles nous sommes habitués, soit avec des températures beaucoup plus chaudes, soit avec des températures beaucoup plus froides, selon les endroits de la planète où on aura à intervenir. Et comme vous le savez, c'est loin d'être anodin. Préserver les soldats d'une température trop excessive, ça veut dire davantage de dépenses énergétiques dans un véhicule blindé de transport de troupes, qui est une espèce de boîte en métal dans laquelle les températures peuvent vite monter si on ne les réfrigérait pas. Déployer des hélicoptères de combat dans des zones où la température fait 40-50 degrés, ça a un impact immédiat sur la portabilité, la portance, plus exactement, des appareils. Et de même, intervenir dans des régions froides, comme vous le savez, on s'est beaucoup intéressé au Groenland, notamment récemment, et ben, ça implique un aguerrissement et des matériels qui soient capables, notamment des batteries, qui soient capables de résister à des températures très fraîches. Et donc, il y a toute une réflexion interne au ministère des Armées sur la façon de faire évoluer les spécificités et les normes techniques de nos équipements militaires pour être certain d'être capable d'intervenir dans les environnements plus froids ou plus chauds dans lesquels nous pourrions être amenés à intervenir à l'avenir. Donc, la sécurité climatique est un enjeu fondamental pour le ministère des Armées depuis déjà un certain nombre d'années. S'agissant de la géo-ingénierie et de la présentation qui en a été faite, là on bascule dans un autre élément de préoccupation pour nous. La sécurité climatique, on l'a subie. Les températures vont évoluer, ça va de facto, indirectement, avoir un impact sur le nombre de conflits, sur le risque pour la France de devoir intervenir dans ces conflits, sur les conditions dans lesquelles la France interviendra dans ces conflits, les matériels avec lesquels elle le fera, et la régularité avec laquelle on nous sollicitera pour faire du soutien humanitaire aux populations civiles. La sûreté climatique, c'est autre chose. Comme je vous l'ai dit, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a plus de domaine aujourd'hui qui ne soit pas sujetti à une logique d'arsenalisation. Tout est bon pour accroître la compétition entre États ou pour trouver des armes nouvelles contre les États. Ça vaut pour des conflits ouverts, ça vaut plus largement pour la compétition avant même un conflit. On voit bien que dans la compétition structurelle d'aujourd'hui et des années qui viennent, entre les États-Unis et la Chine, tout est bon pour essayer d'entraver la capacité de l'autre à devenir ou à rester la première puissance économique mondiale. Tout est bon. L'énergie, les métaux rares, les terres rares, tout est bon pour essayer d'entraver l'accès aux ressources qui sont nécessaires au développement économique. Dans ce domaine-là, nous ne pouvons pas ignorer que les technologies qui ont été très précisément et savamment présentées de modification du climat pourraient être un jour utilisées à des fins malveillantes, destinées soit dans un conflit à aggraver l'équation stratégique de l'adversaire, soit avant même un conflit à essayer de changer les conditions du développement économique et des conditions de prospérité économique des adversaires. Et donc c'est quelque chose que nous suivons avec beaucoup d'intérêt, dans le cadre notamment donc, de l'Observatoire que nous avons créé. Nous suivons toutes les discussions internationales sur le sujet. C'est un sujet qui est d'autant plus sensible que
Encore une fois, tout est aujourd'hui sujet à arsenalisation, et si un jour cette technologie est mature, on ne peut pas exclure qu'elle soit utilisée à ce genre de fin. C'est d'autant moins exclu qu'on voit de plus en plus se développer une privatisation de ces technologies, avec des entreprises privées aujourd'hui qui s'intéressent avec les moyens financiers qui vont avec à ces technologies, et on sait bien que la porosité entre le privé et le public dans la conflictualité de demain sera de plus en plus ténue. Et enfin, la dernière raison pour laquelle nous avons une préoccupation particulière sur ces questions, c'est qu'on voit se multiplier les modes d'action offensifs d'un certain nombre d'États qui se réfugient derrière ce qu'on appelle le déni plausible. C'est-à-dire le fait de faire quelque chose, tout le monde sait que vous l'avez fait, mais tout le monde est en difficulté pour démontrer que c'est vous qui en êtes la cause. Ce genre de mode d'action pourrait rentrer dans ce genre de catégorie. Il pourrait être un jour difficile pour un pays qui subirait les conséquences d'un changement climatique décidé par autrui, de faire la démonstration que tel ou tel État, a fortiori telle ou telle entreprise, tel ou tel groupe privé en est responsable. Et donc, tout ce qui peut conduire à modifier les données, non seulement de la guerre, mais également de la compétition entre États, avec un vrai risque d'une difficulté à attribuer l'origine de telles perturbations, est pour nous, évidemment, au ministère des Armées, une source d'inquiétude. Je terminerai en disant peut-être que ce sujet est à la fois nouveau sans être si nouveau, et en même temps il est en fait assez ancien. On le connaît moins, mais Jules Verne, en 1886 ou 89, je ne sais plus, a écrit un roman qui est assez peu connu, qui s'appelle Sans Tzu, et dans lesquels les liens entre changement climatique et complexe militaro-industriel est déjà très précisément décrit. Et en fait, ce roman décrit un club d'artilleurs et une entreprise d'artillerie de Baltimore, aux États-Unis, qui, faute de guerre, qui remplit suffisamment son carnet de commandes, décide de créer un super canon qui serait placé dans un endroit secret de la planète et qui tirerait un seul coup, tellement puissant qu'il modifierait l'axe de rotation de la Terre et le rendrait perpendiculaire à son axe d'évolution par rapport au Soleil, ce qui, inévitablement, aurait un impact sur le climat et un certain nombre de parties de la planète, avec notamment, c'est assez cocasse quand on connaît l'histoire récente, quand je dis récente, c'était janvier dernier, c'est-à-dire pas si longtemps, notamment pour rendre exploitable agricolement, de façon agricole, le Groenland, et s'assurer que la variation de l'axe de la Terre serait telle qu'il y aurait une sorte de printemps au Groenland qui permettrait à cette terre, qui à l'époque était attribuée à personne, d'être exploitée par des farmers américains. Donc en fait, le lien entre le monde militaire et le changement climatique à des fins d'accaparement de ressources n'est pas un sujet totalement nouveau. Et une fois de plus, il faut reconnaître à Jules Verne, en matière d'anticipation, c'est mon boulot au ministère des Armées, donc je parle en connaissance de cause, une forme de talent. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour l'exposé que vous nous avez fait. Vient maintenant le temps des questions. Et je vais vous poser une question d'abord à vous, Sophia Cabège. Je comprends de votre intervention et également de celle de Guillaume Olanier que des acteurs privés dans le domaine de la géo-ingénierie sont en train d'émerger grâce à des levées de fonds. Il y a un vide juridique. Est-ce qu'il y a des prémices de réglementation internationale ou nationale dans certains pays où on est sur un total vide juridique ? Oui, alors c'est vrai que c'est une question fondamentale en fait, qui finance, à quelle hauteur et quels sont les acteurs impliqués. Pendant longtemps, c'était à la fois du financement public et puis beaucoup de philanthropie, notamment aux États-Unis. Et je note ici, et c'est très important, les États-Unis aujourd'hui dominent très largement à la fois la recherche, mais aussi les activités de plaidoyer et aussi les financements de la recherche à l'extérieur de son territoire. Donc ils sont vraiment dans une position de domination avec des phénomènes donc de marginalisation, et ça c'est fondamental, notamment en termes de ce qu'on appelle la domination des narratifs. Comment est-ce que cette technologie est présentée, pensée, comprise, et donc on a vraiment ici une grosse inégalité en fait de représentation. Et donc pourquoi je parle des États-Unis? Parce que c'est là-bas en fait qui était concentré et qui est encore concentré la majorité des financements, comme je l'ai dit, provenant à la fois du public et de la philanthropie.
Et puis depuis 2023, on a vu émerger en effet des acteurs privés qui donc reposent à la fois sur de la levée de fonds et puis parfois on a des acteurs qui reposent sur du financement individuel, donc des individus comme vous et moi. Et ce qui est très important à noter, c'est qu'en fait les montants accordés dépassent très largement et très vite ceux pourvus par le public. Pour vous donner un exemple très parlant, en 2025, l'agence ARIA, qui est une agence d'innovation britannique, a octroyé le plus grand financement de l'histoire, le plus grand financement public de recherche sur ces enjeux-là, pour un total d'environ 52 millions de livres pour 12 projets. La start-up qui a réussi à lever le plus de fonds, qui est donc une start-up israélo-américaine, qui s'appelle Stardust Solutions, a levé 75 millions de dollars pour un projet, qui est donc un projet visant la commercialisation, ça a été dit, de cette technologie-là, acquis à un gouvernement lequel on ne sait pas, et pareil, on n'a pas d'informations sur la manière dont ça serait fait. Est-ce que c'est régulé? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des interdictions? La réponse est non. Pour autant, et ça c'est très intéressant, on pourra peut-être en reparler, on voit émerger à l'échelle nationale, en particulier aux États-Unis, dans un contexte de complotisme que je pourrais détailler si cela peut vous intéresser, on voit émerger des interdictions dans des États qui confondent ce qu'on appelle les chemtrails, donc la théorie complotiste des chemtrails, ces traînées blanches derrière les avions qui auraient vocation à rendre infertiles les populations, contrôler nos esprits, etc., qui confondent donc modification du climat avec ces traînées blanches. Et donc aujourd'hui, il y a 3 États aux États-Unis qui ont interdit la modification du rayonnement solaire. Ce sont donc des États républicains. Et en fait, tout ça, ça a été poussé par des narratifs complotistes qui reposent sur donc, des données largement erronées. Mais sinon, il n'y a aucune interdiction, en fait. Il n'y a pas d'interdiction de déploiement non plus. Et donc aujourd'hui, l'entreprise dont je vous parle, Stardust, ne publie pas ses recherches. Donc il n'y a rien de public, on ne sait pas où ils en sont. Ils ont promis des échéances à leurs investisseurs qui sont relativement courtes, d'ici 10 ans, mais on ne peut pas les vérifier. Et donc on ne peut même pas les obliger à publier ce qu'ils font. Au-delà du vide juridique, il y a aussi un défaut de transparence sur les impacts de ces activités. Donc, ça interroge le droit. J'ai aussi été très interpellée par la question de la responsabilité. On n'est pas en mesure de pouvoir déterminer quelle serait la cause et les conséquences si on a une modification qui apparaîtrait comme une modification de la météo, mais qui serait liée à l'usage de l'une de ces nouvelles technologies qui visent à modifier le climat. Donc ça pose aussi des questions de responsabilité entre les États, de droit international, et ça touche directement, je trouve, à l'état de droit si on a un œil plus réglementaire. J'ai une question pour vous, Arti Gupta. Existe-t-il des moyens juridiques d'empêcher le déploiement de la géo-ingénierie, par exemple des procès contre les entreprises qui s'engageraient vers l'exploitation de cette nouvelle technologie, ou envers les États pour demander un moratoire? Est-ce que c'est des sujets auxquels vous avez pensé? Well, yeah, thank you very much for that question. I think there isn't exactly a legal Je vacuum ne dirais on pas qu'il y a government. un vide juridique quant à la restriction de ces technologies au niveau international. Il existe la Convention pour la biodiversité et qui a pris position contre la géo-ingénierie ou l'ingénierie du climat. Donc il y a un moratoire de facto sur toute recherche qui pourrait pourrait en avoir un négatif sur le climat. Et si une telle technologie était déployée, elle pourrait contrevenir aux dispositions de la Convention de Montréal sur la couche d'ozone. Donc il n'y a pas un vrai vide juridique. Il existe des obligations juridiques, notamment sur la nécessité de prévenir le changement climatique, l'appauvrissement de la couche d'ozone. Il y a également des obligations en matière de respect des droits de l'homme, toutes choses qui doivent être prises en considération si jamais on voulait déployer ce genre de solution. Et ensuite, les acteurs privés, ils ne peuvent agir dans un vide complet. S'ils veulent, par exemple, faire des tests à l'air libre à une certaine échelle, eh bien, ils vont être obligés de demander des autorisations. L'espace est assez nébuleux, sans jeu de mots. Et il y avait, par exemple, l'exemple d'une certaine solution, Stardust Solutions.
une start-up israélo-américaine dont on vient de parler, qui a levé 72 millions de dollars, comme on l'a dit, 75 millions de dollars. Donc, initiative privée. Mais il y en avait une autre avant, Make Sunset, une start-up basée en Californie. L'idée de deux entrepreneurs qui voulaient vendre des crédits rafraîchissement ou refroidissement. Ils ont commencé à faire des tests en extérieur en lançant des ballons qui, selon eux, atteindraient la stratosphère. Donc, ils ont commencé en lançant des ballons au-dessus du Mexique pour ne pas le faire en Californie. Les autorités mexicaines s'en sont émues. Et après cette activité, le Mexique a été le premier, en 2023, qui a interdit toute expérience en extérieur. Donc, vous voyez que les activités privées peuvent donner lieu à des actes de réglementation. J'en veux pour preuve le Mexique, qui interdit ces expériences. Et donc, quid des activités telles que celle de Stardust, qui vient, il y a 2 jours, de publier sur son site web des lignes directrices qui promet de travailler dans les limites fixées par les administrations publiques. On a des accords un petit peu qui peuvent couvrir des aspects très parcellaires. La Convention pour la biodiversité biologique, en effet, mais en fait, les États-Unis ne sont pas signataires. Et aujourd'hui, les États-Unis sont leaders en la matière. Donc, en fait, le droit ne leur serait pas appliqué. On a aussi une convention qui est très importante, la convention ENMOD, qui interdit la modification de l'environnement à des fins hostiles ou militaires. Pour le dire autrement, le scénario selon lequel cette technologie pourrait être utilisée à des fins hostiles ou militaires, donc contre un autre État, est interdit par cette convention, mais elle n'est pas signée par tous les États. La France, par exemple, n'est pas signataire, Israël non plus. Donc, à nouveau, il y a parfois des endroits où elle ne s'applique pas. Et puis, surtout, il y a la notion d'intentionnalité. On va devoir être en capacité de prouver l'intention d'un usage hostile de cette technologie, alors même qu'elle pourrait être déployée simplement. Non, moi, je cherchais juste, en fait, à optimiser les conditions climatiques sur mon territoire. C'était pas intentionnel de ma part qu'il y ait des effets délétères sur le vôtre. Donc, il y a des grosses limites, en fait, dans le cadre réglementaire existant qui pourraient s'appliquer, mais à chaque fois de manière très très parcellaire, et c'est là tout l'enjeu en fait et toute la difficulté de cette technologie qui est planétaire, et ça a été largement rappelé par Arti. On voit bien la difficulté, d'autant plus face à l'affaiblissement du droit international, et en plus de ça, on a une concurrence entre les droits nationaux qui pourront, pour permettre l'exploitation, plus ou moins réglementer, ce qui complexifie encore davantage la question. Damien Huyghe, j'ai une question pour vous. J'ai compris de votre exposé que la singularité du changement climatique que nous vivions était sa vitesse, qu'on était quasiment en train de recevoir une météorite. C'était l'image que vous avez utilisée. Est-ce que vous avez le sentiment que ce message porte auprès des pouvoirs publics? Donc, quelle est la place des scientifiques pour expliquer en fait la situation auprès des pouvoirs publics, du personnel politique? Et aussi, on voit de plus en plus de contentieux climatiques se développer. Les scientifiques sont appelés à la barre, ils sont dans les prétoires. Est-ce que vous pensez que c'est la place d'un scientifique d'intervenir et de témoigner dans un procès de la situation? Alors, merci pour cette question. Donc, pour répondre à cette deuxième partie de question, je pense que oui, les scientifiques ont un certain nombre de connaissances qui doivent rester factuelles et qui peuvent servir à des prises de décision. Pour faire écho à la première partie de votre question, oui, les politiques, enfin plutôt les scientifiques ont vocation à échanger, à communiquer avec les politiques. C'est déjà des choses qui existent via notamment un groupe comme le GIEC, dont fait partie Nadia, et qui ont l'écoute des politiques. Mais ça devrait être relayé, diffusé de manière beaucoup plus large pour avoir un impact encore plus important. Et avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, alors en France, les chercheurs peuvent s'exprimer librement. Il y a beaucoup d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué. Et des pays, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, où la parole des scientifiques, ou en tout cas la place qu'on leur laisse, est de plus en plus diminuée, discréditée par les décideurs. Donc ça, c'est un vrai problème. Oui. Monsieur Guillaume Olanier, vous avez parlé d'une arsenalisation de tout.
Donc on vit une époque extrêmement particulière. En quoi la situation actuelle géopolitique est singulière? Les conflits en cours en Ukraine, au Moyen-Orient, sont-ils en lien avec ces sujets de transition énergétique et de climat? Et est-ce qu'ils ralentissent de fait la transition écologique de l'Union européenne et plus globalement du monde pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toute la question qui va très loin, mais vous citiez les deux conflits principaux du moment, l'Ukraine et la guerre en Iran. Et l'un comme l'autre ont bien montré à quel point, dans le cadre de conflits conventionnels, classiques, tout est objet à alimenter la confrontation, indépendamment même de la compétition entre États avant un conflit. Et donc, dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a bien vu comment la Russie a essayé de jouer sur le bombardement d'un certain nombre d'infrastructures civiles, notamment un certain nombre de ports, pour asphyxier l'économie ukrainienne en l'empêchant d'exporter son blé, avec un impact d'ailleurs mondial qui a été bien au-delà de l'Ukraine, et qui, pour nous, à un moment, nous a fait craindre une véritable déstabilisation gravissime dans un certain nombre de pays, notamment sur la rive sud de la Méditerranée, dont la dépendance aux livraisons de céréales ukrainiennes était telle que si on n'y avait pas remédié, vous vous rappelez qu'à l'époque, il y a eu beaucoup d'initiatives diverses et variées pour rétablir la liberté de circulation dans la mer Noire, aurait pu nous confronter non seulement à devoir soutenir l'Ukraine, mais à devoir faire face à des déstabilisations très fortes d'un certain nombre de pays, et notamment des acteurs majeurs avec des populations qui se chiffrent en dizaines de millions, comme l'Égypte. Et puis dans le contexte de la guerre en Iran, vous voyez bien que quand tout aura disparu, parce que tout ça sera oublié dans 6 mois quand on sera passé à autre chose, ce dont on se rappellera, c'est le détroit d'Ormuz, qui n'a rien à voir avec le conflit, si je puis dire. L'origine du conflit, si tant est qu'il en est une précisément identifiable, ça n'est pas le détroit d'Ormuz. Mais le résultat de la guerre, l'un des résultats, c'est que désormais, l'Iran a un levier supplémentaire avec la fermeture, sur laquelle il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire, du détroit d'Ormuz, et donc la capacité à poser un véritable problème économique aux pays du Golfe, la capacité à peser d'un vrai poids sur les économies européennes. Quand vous écoutez les médias français depuis quelque temps, le prix à la pompe, pour des raisons qui tiennent à un détroit dont la moitié des Français doivent ignorer où il se trouve, est devenu un sujet de préoccupation majeur. Et donc ces deux conflits, on pourrait multiplier les exemples, montrent bien à quel point, avant le conflit militaire et pendant le conflit militaire, tout est objet et sont des moyens d'alimenter la confrontation. Merci beaucoup. Alors, on va prendre à présent les questions du public. Alors, je vais vous demander un instant pour allumer la tablette. Alors, ce serait une question pour commencer à Damien Huyghe. Comme cela a été dit, l'évolution climatique actuelle est sans précédent. À quel point les scénarios issus de la paléoclimatologie étudiée sont-ils jugés fiables et transposables à notre crise? Alors, merci pour cette question qui est très très intéressante. Donc, comme j'ai essayé de le dire pendant la présentation, tous les changements climatiques passés peuvent être considérés au mieux comme des analogues partiels du changement climatique en cours, puisque le contexte global, déjà la position des continents est différente à l'actuel de ce qu'elle a pu être dans le passé, et la vitesse du phénomène est extrêmement rapide également par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc ça, c'est des choses qui vont avoir un impact assez important dans ce qu'il faut considérer sur, par exemple, l'évolution de la biosphère. Les espèces vivantes répondent plus ou moins directement en fonction de la vitesse de l'événement climatique. Par contre, il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut assez facilement, entre guillemets, transposer entre l'ancien et ce qui nous arrive maintenant. Par exemple, quand il se met à faire plus chaud, voilà, comment vont réagir, par exemple, les rivières?
est-ce que le débit des rivières va être affecté directement par le fait que la température augmente? Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le passé. Sur l'événement dont je vous ai parlé il y a 40 millions d'années, on voit par exemple les rivières pyrénéennes qui vont avoir leur débit moyen qui va augmenter d'un facteur 3 pendant le réchauffement. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on commence déjà à voir autour du pourtour méditerranéen, avec les crues qu'on a connues à Valence l'année dernière, ou il y a 3 ou 4 ans dans la vallée de la Roya, dans l'arrière-pays niçois. Donc ça, c'est tout un tas de choses qu'on peut comprendre en termes de mécanismes et transposer pour l'actuel et pour le futur. Voilà. Sur les variations du niveau marin également, l'intensité de l'érosion, la dynamique de la sédimentation, l'impact sur toutes les espèces vivantes qui vont fabriquer du calcaire ou pas, notamment les plus emblématiques comme les coraux. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut étudier dans le passé et qu'on peut transposer sur l'actuel et sur l'avenir. Merci beaucoup. J'ai une question ensuite pour Arti Gupta. Interdire la recherche à une époque où la science est montrée du doigt et risquée, ne vaudrait-il pas mieux autoriser la recherche tout en la soumettant à un contrôle éthique? Yeah, thank you for that question. Of Merci pour course, cette question. it is a sort of $64 million question, and it's Effectivement, c'est la especially for a question group of scientists à 64 and millions d'euros, academics surtout to pour say des that there's scientifiques, something that maybe pour it's des better off scientifiques we des don't know. recherches, de dire peut-être faut-il ne pas approfondir les recherches ça et là. Eh bien, c'est dur à avaler pour les millions de chercheurs et de scientifiques qui croient en la puissance des connaissances. Mais parfois, c'est la société qui décide que, oui, effectivement, on devrait pouvoir développer, élaborer certaines technologies. Pour le clonage humain, on est tout à fait en mesure de savoir comment cloner des humains ou le découvrir, mais c'est la société aussi qui peut décider « Ah non, nous préférons nous en passer, ce n'est pas ce sur quoi la science devrait se pencher, étant donné les conséquences possibles. » Donc, c'est une question qui est difficile. Et puis, il y a recherche et recherche, il y a des nuances. Il ne s'agit pas de dire « il ne faut absolument pas modéliser le climat, il ne faut pas associer sciences du climat et sciences sociales. Il faut peut-être définir ce en quoi consistent les recherches. Ce que nous disons, par exemple, les expérimentations en extérieur, dans l'objectif particulier de développer la technologie, son objectif, ce n'est pas d'étudier les interactions sol, atmosphère, etc., les recherches fondamentales qui pourraient tout à fait cadrer avec la recherche sur le changement climatique. L'idée de ce genre d'expérimentation, c'est de savoir comment comment envoyer des particules dans l'atmosphère qui permettrait de préciser exactement quelles particules donneraient quels effets. Ce genre de tests en extérieur peuvent donner lieu à des développements technologiques. Et l'histoire nous dit que c'est une trajectoire dangereuse. Une fois que la technologie a été mise au point, eh bien, ce ne sont pas les scientifiques qui vont prendre une décision quant à l'utilisation. Tous les scientifiques aujourd'hui disent attention, atténuation des effets d'abord. Alors on a beau formuler des mises en garde, mais si on permet les expérimentations, le monstre échappera au contrôle des scientifiques en quelque sorte. Et donc, il y a une responsabilité morale de la part des scientifiques. Il ne faut pas qu'ils lâchent leur savoir, le laissent partir dans la nature. Le monde est un peu inégal et peut-être faut-il poser des barrières de temps en temps. Sophia Cabej, est-ce que tous les scientifiques ont une position unanime sur cette question? Non, non, vraiment pas. En fait, c'est ça tout l'enjeu. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment un champ de recherche qui est extrêmement polarisé. Avec, d'un côté du spectre, on peut retrouver la position qui est défendue par Arti. Et de l'autre côté du spectre, vous avez
tout un groupement de scientifiques, principalement des pays du Nord, principalement anglophones, qui avancent le narratif du risque-risque, c'est-à-dire les risques associés à l'augmentation de la température moyenne globale ne sont-ils pas tellement importants qu'il nous octroierait l'impératif moral, en fait, d'essayer de trouver des solutions pour, même si elles présentent des risques aussi. Donc on n'est même plus sur du bénéfice-risque, c'est de se dire, vu la trajectoire qu'on prend, on n'a pas d'autre choix, c'est notre devoir en tant que scientifique que d'essayer de trouver des solutions. Et comme ça, on en saura plus. Et puis ensuite, ils décideront s'ils l'utilisent ou pas. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit par Arti. En fait, je trouve que dans, on va dire, l'écosystème en fait scientifique qui sont principalement des modélisateurs, donc c'est voilà, c'est une discipline particulière. Et bien dans cette discipline-là, il y a une grosse, en tout cas ceux avec qui j'ai pu interagir, une grosse difficulté, un gros impensé d'autres rationalités que ceux avec lesquels ils réfléchissent ou ils ont été formés. Typiquement, la plupart, en fait, toutes les hypothèses sous-jacentes au modèle qui essayent de comprendre quel serait l'effet en fait de l'injection de ces aérosols sur la température moyenne globale partent de la présomption qu'il y aurait une coordination multilatérale et un accord commun. On ne se pose même pas la question du comment, en fait. C'est regardons les faits, et puis après, on réfléchira à comment on le fait, et puis qui le fait, alors même que c'est plutôt la question inverse qui devrait être posée. Donc non, c'est vraiment polarisé, et peut-être important, une grande différence entre l'espace francophone et anglophone aussi. En France, il y a une position beaucoup plus mesurée, à la fois dans la sphère scientifique et politique, avec cette idée que c'est une recherche qui peut être illégitime, voire dangereuse, tandis que dans la sphère anglophone, aujourd'hui, il y a quand même une grande partie de scientifiques, une partie très importante en tout cas, qui est clairement pro-recherche et pro-expérimentation. Avec le narratif suivant, les modèles ne sont pas assez performants et donc on doit passer à une expérimentation à échelle réelle pour les améliorer. C'est un peu le narratif qui est présenté, et en 2026, on passe justement à ces premières expérimentations, sans qu'on en connaisse beaucoup plus malheureusement, notamment par Stardust Solutions, mais aussi plusieurs projets qui sont financés par l'agence britannique. Donc on a un moment charnière en fait dans le développement de la technologie. Just one small point there about the scope of what would research outdoor experimentation actually tell us. So if we were to accept the argument that there are en extérieur, qu'est-ce qu'elle nous apporterait? On peut accepter l'argument, il y a des incertitudes, essayons de réduire ces incertitudes. Oui, ça paraît parfaitement raisonnable et logique, mais nous devons d'abord nous demander si des expérimentations à grande échelle, en extérieur, même à petite échelle, est-ce qu'ils nous donneront vraiment le résultat attendu? Est-ce que les risques vont dépasser les bénéfices, les avantages de la géo-ingénierie? On ne peut pas le savoir à l'échelle planétaire. La seule manière de connaître les impacts à l'échelle planétaire, c'est de réaliser des expériences à l'échelle planétaire. Et ça, c'est du déploiement. Donc, sans cela, sans ces expérimentations à l'échelle planétaire et pendant un certain laps de temps, on ne peut pas savoir quels seront les effets à l'échelle planétaire, ni leur répartition à l'échelle régionale. Et donc, tout ce qui est en deçà de ça ne nous dira rien, mais on sera quand même exposé à des risques si on dit, eh bien, allons de l'avant avec cette recherche. Et donc, nous avons des ressources déjà limitées. Pourquoi toutes les mettre dans quelque chose qui risque de s'avérer très différent? On n'a déjà pas assez de fonds pour financer la recherche, donc je trouve que c'est extrêmement risqué d'agir ainsi. Juste pour ajouter une petite anecdote sur, c'est pas vraiment une expérimentation, mais quelque chose qui s'est passé il y a à peu près 200 ans. Donc un impact naturel de rejet de poussière dans l'atmosphère qui est lié à du volcanisme. Donc vous savez tous que la Révolution française a lieu en 1789. 6 ans avant, il y a eu deux choses, la création de l'école des mines et une éruption volcanique qui a duré quasiment un an en Islande, en 1783. Pour un certain nombre d'historiens, alors encore une fois, et ça a été rappelé par Guillaume tout à l'heure, il n'y a aucun événement climatique qui a généré une guerre ou une crise à elle toute seule. Mais assez souvent, quand il y a des modifications, des perturbations du climat, s'il y a un terreau entre guillemets favorable, un contexte politique un peu tendu par exemple, on ajoute un petit aléa climatique et là, on peut exacerber les choses et faire basculer. Et c'est ce qui a été proposé, c'est qu'une éruption volcanique en Islande, du Laki, en 1783, a généré des récoltes qui ont été pourries pendant 3 ans sur toute l'Europe de l'Ouest.
On a répertorié des odeurs de soufre jusque dans le sud de l'Italie pendant 3 années. Et donc c'est ça qui aurait exacerbé la gronde et localisé dans le temps, peut-être accéléré les choses pour localiser dans le temps la Révolution française. Donc on a des retours d'expérience de ce genre d'ajout d'aérosols dans l'atmosphère et qui ont des conséquences qui sont souvent non maîtrisées par la suite. Merci de cette précision. J'ai une question en lien pour Monsieur Guillaume Olanier. La guerre en Ukraine n'a-t-elle pas déjà une dimension climatique, même si on comprend bien qu'il y a d'autres enjeux, au sens où l'anticipation du réchauffement aurait été prise en compte dans la décision d'envahir ce pays? C'est une question qui est posée. Je ne sais pas qui pose la question, mais je serais intéressé de mieux comprendre le raisonnement sous-jacent. Ce qui est certain, c'est que c'est un conflit qui est étroitement lié à la météo et que la dynamique du conflit chaque année est extrêmement liée à l'arrivée de l'hiver, pendant lesquels on fait des choses du côté russe, notamment en ciblant les infrastructures énergétiques de façon à affaiblir autant que possible le moral des troupes et de la population ukrainienne en général, avec un élément particulièrement fort cette année, puisque depuis le début de la guerre, ça a été l'hiver le plus terrible, avec des moins 25, sans aucun moyen de se chauffer pour des millions de personnes, donc ça a été très dur. À la fin de l'hiver, il y a traditionnellement un gel des opérations, parce que avec le dégel, beaucoup de terrains ne sont absolument plus praticables, et puis avec le printemps et l'été, on reprend les opérations. Et donc ça veut dire que même au XXIe siècle, by the way, la météo et la température a encore un impact sur la façon dont on conduit tactiquement sur le terrain le conflit. Après, savoir si le conflit a été déclenché en anticipant le réchauffement climatique, là, ça dépasse un petit peu mon expertise et je ne suis pas certain de pouvoir apporter une réponse. Je crains que les déterminants, comme dirait Vladimir Poutine, les causes profondes du conflit soient un petit peu différentes, mais je peux me tromper. Nous sommes déjà à la fin de cette table ronde. 1h30 est passée. Les sujets ont été passionnants, les débats extrêmement enrichissants. Donc je vous remercie et je remercie le public pour toutes ces questions. Merci beaucoup.